Vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la COP 15 contre la désertification à Abidjan en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Ils tenteront de se mettre d'accord sur des mesures concrètes pour stopper l'accroissement de la désertification. 4 membres forment désormais le nouveau bureau exécutif de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. L'élection a eu lieu ce matin au cours de la 5e assemblée plénière de la Commission. Et puis, nous irons au Nigeria où des attaques ont fait des dizaines de morts. De nouvelles attaques menées par des hommes armés contre 3 villages dans le nord-ouest du pays. Voilà pour les titres. Avant tout cela, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a conféré ce lundi avec une délégation de Innovation for Poverty Action. Elle est conduite par Annie Duflo, la directrice exécutive. Ensemble, ils ont discuté d'un partenariat. L'IPA utilise des données pour guider les solutions face à la pauvreté et les problèmes sociaux. Le Togo dispose d'une agence nationale d'identification, un partenariat qui permettra de trouver des solutions innovantes face à ces maux. Écoutons la directrice exécutive de l'IPA, propos recueillis par Ramdan Bassina. Nous sommes ici pour discuter d'un partenariat potentiel entre notre organisation, Innovations for Poverty Action, et l'ANID. IPA est une organisation qui utilise des données et l'évidence pour guider les décisions et les programmes sociaux et contre la pauvreté. Donc notre but, c'est d'établir un partenariat pour soutenir l'ANID dans le développement d'un registre social et pour soutenir l'ANID dans l'utilisation de données et d'évidence pour guider les décisions. C'était un grand honneur et un grand plaisir d'échanger avec Monsieur le Président. Ce partenariat avec IPA et l'Agence nationale d'identification va permettre de pouvoir utiliser des méthodes innovantes pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'utilisation de la donnée, des statistiques, peuvent permettre en fait, d'aider à la prise de décision. Et IPA a une longue expérience dans beaucoup de pays d'Afrique à travers l'utilisation des méthodes innovantes pour pouvoir faciliter, rendre les politiques publiques efficientes et efficaces. Donc, dans un premier temps, IPA va mettre en place un laboratoire intégré au sein de l'Agence nationale d'identification pour d'une part former les équipes togolaises à l'utilisation de cette nouvelle méthode de prise de décision, et ensuite on va monter en capacité en favorisant la formation des équipes togolaises locales. Donc il va s'agir aussi de pouvoir faire du renforcement des capacités locales et d'avoir de jeunes chercheurs togolais capables de pouvoir identifier les problèmes, proposer des solutions et être une aide à la prise de décision au niveau politique. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part ce 9 mai 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP 15. Plusieurs autres dirigeants africains ont également participé à cette rencontre internationale qui vise à apporter un nouvel élan politique aux délibérations des parties, faire progresser le programme de neutralité en matière de dégradation des terres et attirer spécifiquement l'attention sur les questions de sécheresse et de restauration des terres. Au cours des travaux, le chef de l'État et ses pairs africains ont exprimé leur profonde préoccupation face à la récurrence
et la gravité des épisodes de sécheresse, la dégradation des terres et leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques. Les dirigeants africains ont à cet effet partagé dans les perspectives du 15e objectif du développement durable ODD 15 leurs expériences de leadership dans les domaines de préservation et de restauration des écosystèmes terrestres. Au courrier arrivé du chef de l'État, des messages de félicitations à l'occasion de la célébration des 62 ans de l'indépendance du Togo. Les derniers en date émanent des chefs d'État et présidents des institutions internationales et sous-régionales, le roi Mohamed VI du Maroc, le président de l'État de Malte, Georges Vella, le président de l'État de Mongolie, Ukna, le sultan d'Oman, Bin Tariq, le président de l'État d'Irlande, Michael Hingis, le président de Pologne, Andrzej Duda, le président de la République islamique d'Iran, Saïd Raïssi, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le président de San Marino, Paolo Rondelli, et le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou. Tous formulent leurs vœux de santé et de bonheur au président de la République, Faure Essozimna Singbe, et au peuple togolais. Ils assurent le chef de l'État de leur détermination à continuer à œuvrer à ses côtés pour le renforcement de l'excellente coopération entre leur pays, leurs institutions et le Togo. Voilà qui est dit, résultats satisfaisants malgré le Covid-19 et les aléas climatiques. C'est ce qu'on retient de la campagne agricole 2021-2022. Plusieurs actions ont été menées en faveur des producteurs, d'où sa réussite. Un bilan présenté ce matin aux professionnels des médias. Dodo Waré. La production reste déficitaire. Hommes et femmes de médias en quête d'informations sur la campagne agricole 2021-2022. D'après les résultats qui leur sont fournis ici, les plus arrosés à compte-gouttes, les cultures, certains producteurs ont dû reprendre plusieurs fois les semis. Le Covid-19 était aussi une menace pour le secteur. Mais les producteurs, avec l'appui du gouvernement, étaient déterminés et les résultats sont là. Les résultats enregistrés sont satisfaisants. Les mesures que le gouvernement a prises pour aboutir et obtenir ces résultats ont porté notamment sur l'aménagement des zones agricoles planifiées ZAP. Et pour votre rappel, cette année qui vient de s'écouler, 76 ZAP au total ont été aménagées. Le développement de la micro-irrigation en matière de maîtrise d'eau. Et aujourd'hui, dans un contexte marqué par le changement climatique, il faut de plus en plus la maîtrise de l'eau, l'irrigation pour permettre aux producteurs de faire des cultures de contre-saison. La mécanisation également qui va de pair avec l'irrigation. L'intensification de l'utilisation des intrants agricoles. L'aménagement des pistes rurales en partenariat ou bien en collaboration avec le ministère des pistes rurales du désenclavement. Le financement des activités des producteurs agricoles avec l'appui du MIFA et les autres institutions de microfinance. Et enfin, l'agrandissement de l'agropole de Kara. Le Togo a dégagé des excédents bruts de production. Céréales, tubercules, légumineuses ont connu des progressions de 3,56%. 199 682 tonnes pour les céréales, dont 159 104 tonnes de maïs. 751 703 tonnes pour les tubercules et 139 186 tonnes pour les légumineuses. Toutefois, pour ce qui est du riz, malgré sa progression de 3,56%, la production reste déficitaire de 88 000 tonnes environ en riz blanc. Il est noté également un déficit en produits carnés, notamment la viande et ses abats, et des produits halieutiques dont les taux de couverture sont estimés respectivement à 60 et 20%. Des défis que le gouvernement compte relever
avec les travaux d'aménagement des bas-fonds qui vont accroître la production risicole et des zones de production bovine en cours d'aménagement. Le Togo ne compte pas en rester là jusqu'à ce que l'agriculture prenne véritablement place dans la croissance économique. Grincement de dents à propos du prix du sac d'engrais, 18 000 francs CFA le sac, malgré la subvention à coût de milliards de francs CFA par l'État togolais. Sinon, le sac d'engrais coûterait 31 000 francs CFA en temps normal. Un coup de pouce du gouvernement pour accompagner la campagne agricole 2022-2023. On va y revenir. Et afin de doter le Togo d'un outil de planification et accroître durablement la productivité agricole, le gouvernement s'est engagé dans l'élaboration de la carte de fertilité des sols. Elle a pour objet d'aider les agriculteurs à répondre de manière adaptée aux besoins en fumure minérale et organique. Alors comment cela se traduit-il dans les faits? Éclairage Ulrich Amega. Avant, on pouvait cultiver sur ce sol du riz, du manioc, du maïs, voire d'autres céréales. Des cultures parfois sans grand rendement. Nous ne savons qu'est-ce qu'il faut cultiver au juste sur ce terrain pour avoir un bon rendement. Donc, nous faisons toutes sortes de cultures. La cause, une méconnaissance du sol, l'usage abusif d'engrais, manque de techniques adaptées. Des insuffisances qui font désormais partie du passé pour cet agriculteur grâce à la carte de fertilité des sols. Avec les conseillers de l'ITRA, nous avons appris assez de choses sur la richesse dont dispose ce terrain, ce qu'il faut cultiver ici, quel type d'engrais est approprié. Nombreux sont ces espaces agricoles et agriculteurs à travers le territoire qui bénéficient aujourd'hui de cette carte de fertilité des sols. Un impératif sur le terrain pour plus de productivité et de rendement. Dans la zone de Témédia, le rendement, comme on voyait, c'est très très bas. Par exemple, sur le riz, on peut avoir jusqu'à 1,5 tonne. Sur le maïs, on peut avoir jusqu'à 500 kg. Après la réplication, ce qu'on a fait ici, actuellement, on est jusqu'à 4,5 tonnes. C'est ce qu'on a trouvé sur cette parcelle. On a constaté que les sols de la région de la Kara sont très pauvres en potassium et en phosphore. Donc, ces sols aussi sont pauvres en matière organique. Donc, ce que nous recommandons pour les activités agricoles, c'est qu'il faut utiliser des sols qui contiennent ces éléments majeurs, c'est-à-dire le N, le P et le K, c'est-à-dire les engrais uréiques, les engrais phosphatés et les engrais potassiques. Tout part de ce laboratoire dans l'enceinte de l'ITRA. Sur place, se font l'analyse des échantillons de sols prélevés. De la réception au broyage, en passant par l'étiquetage et le tamisage, pas d'étape brûlée. Les agents de l'ITRA ont bénéficié de la formation en termes d'échantillonnage des sols, en termes d'analyse, en termes d'interprétation des résultats et de la traduction de ces résultats d'analyse sous forme de cartes. Aujourd'hui, c'est une précision dans l'agriculture et c'est une question d'économie. Donc l'engrais qu'on apporte va servir aux besoins de la plante. Producteurs, importateurs et fabricants d'engrais connaissent désormais quelle dose et type d'engrais, pour quel sol et la culture adaptée à chaque zone. L'autre titre de ce journal, l'élection du nouveau bureau exécutif de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Elle s'est déroulée ce matin lors de la 5e assemblée plénière tenue au siège de la commission à Lomé. Ils sont 4 membres, dont un président, un vice-président et 2 rapporteurs. Clarisse Aticlé. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, c'est lui, Dago Yabré. Il est porté à la tête de la CENI à l'unanimité des membres de la commission. Dago Yabré sera accompagné d'un vice-président en la personne de Jean-Claude Yao Achou Fiagadi Roumao et de 2 rapporteurs, Messan Dosekpli et Christophe Padoumrekou Chao, respectivement premier et deuxième rapporteur de la CENI. La mise en place de ce bureau exécutif s'est déroulée dans une dynamique d'inclusion de la majorité parlementaire et de l'opposition parlementaire.
Ce bureau exécutif de la CENI a été mis en place à l'issue de la 5e assemblée plénière consacrée à l'adoption du règlement intérieur de la CENI. Le HCRON est dans la région centrale pour une opération d'indemnisation des victimes non vulnérables de 1958 à 2005. Un acte symbolique posé par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale pour apaiser les cœurs et maintenir le processus de pardon et de réconciliation en cours au Togo. Désiré Aloy. Séance d'indemnisation des victimes non vulnérables de 1958 à 2005. La campagne est à l'étape de la région centrale. Hommes et femmes des 5 préfectures au rendez-vous pour dire qu'ils ont accepté ce geste symbolique du gouvernement togolais. Opération qui renforce le Togo sur la voie de la réconciliation. Taire les rancœurs et prôner le pardon, l'enjeu pour un Togo uni. On a pardonné et qu'on reprend sur de nouvelles bases. Nous aspirons à un Togo uni. L'opération marque une volonté manifeste des victimes qui ont choisi d'être des artisans de paix et de la tolérance. Ça fait un soulagement. Je pense que nous avons emprunté la voie de la paix. Je vous assure, ce n'est pas l'argent qu'on vient de nous remettre qui est important. Quand tu es victime, on t'écoute, tu exprimes ce que tu ressens. Je pense que tu es soulagé. Hein? Et aujourd'hui, après avoir exprimé ta douleur, l'autorité comprend et t'accompagne, c'est une bonne chose. Pour le compte de la région centrale, 1219 victimes sont bénéficiaires. 5e étape, le HCRON et le gouvernement togolais à la recherche des solutions idoines devant permettre à tous les Togolais de bâtir un pays apaisé pour un développement endogène. Nous sommes encore là dans ce processus-là d'unité nationale et de réconciliation qui passe d'abord par l'apaisement des victimes. Donc je prends la responsabilité, ça c'est l'État qui parle, je prends la responsabilité d'indemniser la victime et apaiser le cœur. Et c'est quand les cœurs sont apaisés qu'on peut ouvrir les oreilles pour écouter ce qu'on doit faire pour être en unité en tant que Togolais et pour se réconcilier les uns avec les autres. Tout se passe dans un processus sécurisé. Depuis que nous avons commencé, nous avons rencontré quelques difficultés avec les homonymies. Donc, chaque fois, nous aussi, nous renforçons notre processus. Donc, depuis l'accueil dehors, les agents sont sensibilisés. Et les huissiers qui prennent encore les victimes sont formés pour ça. Après réparation, tous les Togolais espèrent rentrer dans une nouvelle ère de pardon, de réconciliation, de tolérance pour un bon vivre ensemble, cher aux autorités togolaises. Plus de soucis à se faire en ce qui concerne la réparation des reins, aux voies urinaires des femmes ou des hommes. Entre autres, la Société togolaise d'urologie vient d'ouvrir ses portes aux patients. Sandra Agotier, Eli Agbanyadao. Les rétentions aiguës d'urine font partie des urgences les plus rencontrées, sont 4%, suivies des pathologies infectieuses, 22,2%. Des hommes et femmes compris entre 59 ans et plus souffrent de troubles urinaires, maladies génitales, tumeurs et cancers urologiques. Lorsqu'il existe des médecins qui travaillent dans un pays, il faut harmoniser la pratique, les pratiques qui se font. Donc c'est dans ce sens que nous avons réfléchi, nous avons eu l'idée de nous unir afin de permettre le développement de cette spécialité qui est l'urologie au Togo. Bien que très peu connue, l'insuffisance rénale est une maladie avec une mortalité en nette croissance. La Société togolaise d'urologie est ici portée sur les fonds baptismaux pour sensibiliser et renverser la tendance. Comme activité, nous allons organiser des enseignements post-universitaires. Ces enseignements seront dirigés vers le personnel médical, le personnel infirmier. Nous allons organiser également des sensibilisations. Nous allons organiser des congrès internationaux au cours desquels nous allons présenter nos travaux. Nous allons recevoir également de la part des étrangers, puisque ce sont des congrès internationaux, les pratiques qui se font ces jeux. Ce qui nous permettra de nous améliorer aussi au Togo.
3 partenaires, CSC Pharma, Denk Pharma et GHPL, seront aux côtés de la Société d'urologie pour lui fournir tous les médicaments nécessaires à la prise en charge des patients. Les inspecteurs des impôts de la CEDEAO sont en formation à Lomé sur l'audit fiscal dans le secteur minier. Ensemble, ils vont définir des stratégies efficaces pour améliorer la qualité de l'administration fiscale du secteur minier dans les 15 pays membres de la Commission. Sandra Aziabé. Le secteur minier est une source de financement stratégique du développement des États. Il contribue au quart du PIB de la plupart des pays de la sous-région ouest africaine. L'audit fiscal basé sur le risque dans le secteur minier, les inspecteurs des impôts des États de la CEDEAO se forment sur le sujet. Objectif : mieux cerner le domaine et contribuer à réduire les évasions fiscales. Vous savez tous que le flux des aides avait été vraiment atteint pendant la période de la Covid-19. Donc, comme on n'avait pas les aides suffisamment, et on s'est rendu compte que l'Afrique doit s'efforcer de faire un meilleur travail par rapport à la collecte des taxes et des impôts dans ces pays afin de pouvoir continuer le développement personnel. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'organiser ces genres d'ateliers afin que le développement des pays au sein de l'Afrique de l'Ouest puisse avancer. West African countries will no longer be... Si nous renforçons les capacités des cadres qui travaillent au niveau de l'administration fiscale, cela peut avoir des répercussions sur la mobilisation des ressources et faire en sorte que les administrations soient mieux outillées pour pouvoir faire le contrôle fiscal. L'exploitation et l'analyse des données passent nécessairement par la digitalisation. Cette formation prend aussi en compte la maîtrise de l'outil informatique. Dans cette formation, ils iront étape par étape. Ils vont faire d'abord une introduction générale par rapport à la chaîne des valeurs en ce qui concerne le secteur des mines. Alors, on fera intervenir les ordinateurs pour pouvoir nous aider dans l'audit. Cette rencontre régionale participe aux réformes déjà engagées pour permettre à tous les États membres de la Commission de renforcer l'autofinancement de leur développement. L'École nationale de l'administration, ENA, depuis quelques années, oriente ses efforts vers la modernisation de ses services. L'institution a à ses côtés un partenaire, le PNUD, qui vient ce matin de mettre à la disposition de l'ENA un lot de matériel informatique. Christine Petit-Kialoudé. Des câbles connectiques, panneaux de brassage, logiciels de supervision réseau et autres. Des terminaux informatiques offerts à l'École nationale d'administration ENA par le PNUD. Un soutien pour faciliter la formation, les recherches et les échanges. Entre 2020 et 2021, nous avons réussi à organiser des formations à distance, mais avec beaucoup de difficultés, puisque nous avons utilisé des applications YouTube, WhatsApp, bien d'autres. Ce ne sont pas forcément des applications dédiées. Et il fallait aussi avoir des équipements adaptés pour pouvoir mettre en place des dispositifs de formation à distance. À présent que ce matériel-là nous est donné, nous allons renforcer véritablement nos capacités. Une administration performante exige des cadres bien formés. Le PNUD, depuis plusieurs années, accompagne des projets allant dans ce sens. Le PNUD apporte son appui à cette réforme importante de l'ENA, de sorte que l'ENA puisse continuer à former et pour que ces fonctionnaires de l'administration soient à même de répondre aux exigences de développement du pays dans le contexte global de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'ENA, dans toute sa structure, fait peau neuve. Le PNUD accepte d'accompagner l'institution pour sa modernisation. Ce don d'équipement constitue la première partie. Il est estimé à environ 27 millions de francs CFA. Nous ouvrons maintenant la page internationale avec l'attaque d'une mine d'or artisanale en République démocratique du Congo. Au moins 35 personnes ont été tuées en Ituri par des rebelles du groupe armé coopérative pour le développement du Congo.
En bref, encore des migrants morts noyés après le naufrage de leur embarcation dimanche au large du Sahara occidental au sud du Maroc. Aucune confirmation de ce naufrage qui a fait 44 morts n'a pu être obtenue dans l'immédiat auprès des autorités marocaines. Du côté du Nigeria, des attaques contre 3 villages ont fait des dizaines de morts dans le nord-ouest du pays, 48 morts au moins selon un responsable local et un habitant. Le président Muhammadu Buhari a appelé les forces de sécurité à tout faire pour mettre fin dans l'immédiat à ces horribles massacres dans le pays. Au moins 48 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des hommes armés contre 3 villages de l'état du Zamfara dans le nord-ouest du Nigeria. Ces violences sont les dernières en date imputées à des bandes criminelles qui terrorisent depuis des années les habitants de cette région, puis kidnappent et tuent des dizaines d'autres. Le village de Damri a été le plus touché. Ici, les bandits ont tué 32 personnes, dont 2 policiers. En réponse à cette horrible attaque, l'armée déployée par la suite dans la zone est parvenue à faire fuir les assaillants. Cependant, elle n'a pas confirmé ces violences. Dans la foulée, le président Muhammadu Buhari a appelé les forces de sécurité à tout faire pour mettre fin immédiatement à ces horribles massacres dans le pays. En dépit des opérations militaires et des amnisties accordées par les autorités, les attaques se multiplient dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Rien que ces 2 derniers mois, les gangs ont attaqué à l'explosif et tiré sur un train en provenance de la capitale Abuja, kidnappant des dizaines de passagers. Ils ont abattu plus de 100 villageois et massacré une dizaine de membres de groupes d'autodéfense. Et en bref, au Burkina Faso, 8 mineurs sont toujours bloqués sous terre depuis plus de 3 semaines. Ils sont coincés à plusieurs centaines de mètres sous terre à la suite d'une inondation provoquée par des pluies diluviennes. Le Maroc offre son soutien pour le sauvetage de ces mineurs. Les championnats scolaires de football et d'athlétisme de la région de la Kara, la finale, le fair play était au rendez-vous dans toutes les disciplines. Nestor Mouzou nous fait le point. 36 équipes ont participé au championnat scolaire de football cette année dans la région de la Kara, soit 27 équipes masculines et 9 équipes féminines. La finale au niveau des filles a été jouée entre le collège Chaminade de Kara et le CG Tchonro de Bafilo. Les filles de Bafilo ont outrageusement dominé le jeu, domination qui leur a permis de bénéficier de 2 pénaltys. Malheureusement, ces 2 pénaltys n'ont pas été convertis en but. Le temps réglementaire s'est achevé sur un score nul et vierge. Le CG Tchonro va se rattraper à la séance des tirs au but. Les Blancs-Noirs réussissent à marquer 2 tirs contre 0 au collège Chaminade. La finale des garçons a été très palpitante. Elle a opposé le CG de Ketao et le complexe scolaire El Houda de Bafilo. Les joueurs de Ketao ont été très entreprenants. Ils ont eu plusieurs occasions, ils ont pu concrétiser 2. Le premier but a été l'œuvre de Jamal Ubawa. Le second a été marqué par Kombiani Katala. Le complexe scolaire El Houda va réduire le score grâce à Samuel Adam sur un coup franc. Cette édition du championnat scolaire dans la Kara a sacré donc le CG Tchonro de Bafilo chez les filles et le CG de Ketao au niveau des garçons. Pour le représentant du ministre des Sports, ce championnat s'est déroulé de manière satisfaisante. C'est un sentiment vraiment de satisfaction, de bonheur de voir nos jeunes faire étalage de tout leur talent pour le ministère. Organiser le championnat scolaire et universitaire revêt un intérêt primordial pour plusieurs raisons. D'abord, on sait que pour relancer notre sport, pour avoir de la performance, il faut avoir une bonne pépinière. Et pour avoir une bonne pépinière, c'est surtout dans les établissements qu'on retrouve les enfants. Il faut leur donner la chance de pratiquer les disciplines qu'ils voudraient pratiquer et de faire la performance et de s'habituer à la compétition et à la volonté de gagner. Les équipes qui ont atteint les demi-finales et la finale ont été récompensées chacune par rapport à sa performance pour les encourager. Autre championnat scolaire régional, celui d'athlétisme. 41 équipes ont pris part au final avec 156 athlètes.
5 épreuves dans les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors ont constitué le menu, autant chez les filles que les garçons. Le 80 mètres, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres et le saut en longueur. Celles ou ceux qui se sont distingués dans ces épreuves ont aussi été gratifiés de prix. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigori Tchegan, informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 10 mai 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. À propos du Covid, à ce jour, lundi 9 mai 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 009, 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 716, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 20 et le nombre de décès est de 273. Et c'est signé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, le magazine des sports avec Claude Amar. À 22h30, Yata Aratem pour l'édition de nuit. Très belle soirée à vous.